RCN. Le son de la différence. What you looking at me like that for? What, man? Come on, you just drove down here? Yeah. Who is you, Sharon? For a long time, try not to remember. Try to forget all those times. At some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you. You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? What's wrong? I'm good. No, I done seen good. And you ain't it. Remember the last time I saw you? You're my only. I'm your only. I'm gonna go. No. You gonna listen. To who, Ma? Huh? To you? Who is you, man? I ain't seen you. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma. Et oui, donc c'était une bande-annonce en anglais parce qu'on va parler d'un film en particulier, donc petit film indépendant, petit film d'auteur américain. Et c'est pour ça que j'ai préféré une bande-annonce en VO plutôt qu'une version VF québécoise, parce que finalement ce film donc, a été distribué par Mars Distribution en France et qui a eu, on va dire, un petit succès dans les festivals, notamment dans les prix, notamment donc l'Oscar du meilleur film en 2017. Et oui, on va donc parler du film Moonlight de Barry Jenkins. Et avec moi, j'ai Charlotte. Comment tu vas ? Ça va très bien. Et ravie d'entendre ce beau thème musical aussi, d'en parler de nouveau. Oui, c'est vrai. On va en reparler un petit peu après, je pense, notamment de cette musique de Nicolas Britell qui je trouve assez formidable et qui redépeint parfaitement bien ce film. Ouais. Alors, avant de parler un peu plus en profondeur sur ce film, il faut quand même revenir sur la production, le développement de ce qu'a été Moonlight. Alors Moonlight est à la base en fait une adaptation de la pièce de théâtre In Moonlight, Black Boys Look Blue, écrite en 2003 par notamment Tarell Alvin McCraney, donc qui est notamment un auteur de pièces de théâtre et également scénariste. Il a notamment scénarisé il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, High Flying Bird, le film de Steven Soderbergh, donc qui revient sur le lockout de la NBA, et oui, qui a donc écrit beaucoup de pièces de théâtre, et celle-ci notamment assez particulière dans sa vie, parce qu'en fait il l'a écrit juste après la mort de sa mère qui était atteinte du sida. Donc cette pièce originale à la base contient 3 parties. Donc on a notamment l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte déroulés simultanément donc sur un personnage afin que le public puisse vivre une journée en fait dans la vie donc de ce personnage qui se fait appeler à la fois Little, Chiron et Black. Donc dans la pièce il est seulement précisé que les personnages sont la même personne vraiment qu'à la moitié de la pièce à peu près. Donc en fait ça vraiment joue là-dessus en fait sur les différentes personnalités que développe ce personnage, donc personnage qui est Chiron, donc qu'on retrouvera donc comme personnage principal pour le film, et donc qui est très intéressant parce qu'en fait on voit tout ce qui va forger ce personnage-là à travers le temps. Et puis je trouve l'affiche, du coup c'est présent dans la pièce. Exactement. Je connais pas, mais l'affiche reprend bien cette idée de trio, morceler le visage. À l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même des affiches très moches. Celle de Moonlight est quand même chouette et tout à propos, je trouve. Ouais, surtout qu'il y aura un travail sur les couleurs, on en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que finalement de parler de cet auteur, ça revient aussi à parler du réalisateur derrière, parce que finalement Barry Jenkins, lui est né à Liberty City en Floride, tout comme donc Tarell Alvin McCraney. Et ce qui est très intéressant en fait entre les deux, c'est que finalement ils ont une approche particulière de leur milieu, parce que finalement ils ont grandi au même endroit, quasiment au même immeuble, et en fait c'est seulement après plusieurs découvertes en fait que Jenkins a enfin pu trouver, on va dire, le travail de McCraney, notamment à la société Borsche de Miami.
Et c'est là qu'en fait donc tout va se développer par la suite. Alors c'est vrai que Jenkins il a une histoire assez particulière. Donc il a grandi à Liberty City, c'est un quartier défavorisé à Blinde, c'est Miami dans sa plus représentation de la pauvreté absolue. D'ailleurs Miami a toujours été particulière là-dessus parce que finalement c'est un état très prisé, notamment pour on va dire les personnes à la retraite, parce que c'est proche de la mer, c'est vivifiant, résidentiel un peu. C'est donc les personnes riches partent à la retraite là-bas et finalement les personnes pauvres subissent aussi on va dire ce décorum et notamment ce que l'on voit déjà aussi un petit peu particulièrement dans Florida Project aussi, avec les motels abandonnés de Disney World. Ouais. En périphérie dans Florida Project, en périphérie de Disney, du rêve, de papier surtout, mais ouais. Totalement. Alors c'est vrai que Jenkins en fait lui il a une enfance particulière, notamment son père est mort il est mort durant son âge assez précoce, à 12 ans il a perdu donc son père. D'ailleurs son père ne l'a jamais vraiment vu dans sa vie parce que finalement il s'était barré parce qu'il pensait que c'était pas son fils, donc il a grandi avec ses frères et sœurs à côté, avec sa mère donc seule. Et il a fait ses études donc à la Miami Northwest Senior High School, puis il a étudié le cinéma donc à l'université d'État de Floride, où il est donc d'ailleurs membre d'une fraternité, et ça va un peu forger aussi sa personnalité. Et donc il va réaliser un petit film à petit budget, donc Medicine for Melancholy, qui sort en 2008, et notamment où il se fait repérer. Notamment donc Focus Features va lui commander 2 scénarios par la suite qui ne seront finalement jamais réalisés. Alors c'est ça aussi le principe même dans le cinéma américain, c'est qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont abandonnées bien avant le début de production de tournage. Alors d'ailleurs, il voulait absolument adapter du roman de James Baldwin. Et c'est vrai qu'en fait, il va faire plusieurs petits travaux à côté. Donc il va travailler notamment dans une entreprise de publicité qu'il va carrément créer. Il va notamment aussi devenir charpentier de temps en temps. Et il va commencer à écrire des scénarios. D'ailleurs, il sera repéré par Lindelof et compagnie pour la série The Leftovers, qui va travailler là-dessus. Alors, il va donc découvrir le travail, comme je disais, donc de Mac Rainey, et c'est finalement la chose qui va tout changer par la suite. Alors c'est assez particulier parce que finalement dans ce film donc on a ces 3 périodes de vie, donc forcément ça lui a particulièrement touché, mais c'est vrai que pour retrouver une similitude de sa vie, en fait, c'est que sa rencontre avec McCartney, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ont grandi dans le même milieu. Et ils ont développé finalement une certaine particularité artistique de cette fameuse, ce qu'on pourrait dire, parce que quasiment tous les réalisateurs le font, c'est comme une catharsis en fait. L'art, donc c'est de façon aussi de parler de ses propres émois, de ses propres traumatismes ou de ses propres moments merveilleux d'enfance, quoi. Oui, tout à fait, sans que l'histoire soit forcément la sienne, effectivement, mais la Moonlight, on le redira après, mais c'est ça qui est chouette aussi, qui marche avec ce film, quoi. C'est une histoire particulière, effectivement, de quelqu'un qui va grandir, comme tu l'as dit, 3 périodes de vie, mais ça peut parler en quoi, on le dira après, mais ouais, je pense qu'il a mis dedans, comme tu l'as dit, il y a des éléments biographiques, mais voilà, certaines choses l'ont touché, tout comme l'auteur initial, effectivement. Voilà. En fait, tout cela a été amorcé donc en janvier 2013, en fait, quand la productrice Adele Romansky, en fait, a exhorté Jenkins à réaliser donc ce 2e film, alors qu'il n'arrivait plus du tout donc à trouver un quelconque gros mécène derrière. Donc les deux ont réfléchi quelques fois par mois, notamment par chat vidéo, dans le but de produire un film. Alors surtout un film donc très personnel, à petit budget. Donc finalement, vu que Focus Features les avait, surtout Focus donc avait abandonné Jenkins, lui a été présenté donc au jeu de McCraney en fait par le biais du collectif des Arts Borch, comme je disais donc à Miami. Et c'est donc avec des discussions avec McCraney en fait que Jenkins va carrément écrire son premier jet de film en fait lors d'une visite donc à Bruxelles. Et donc le résultat donc a été un scénario qui reflétait l'éducation similaire entre les deux, parce que finalement donc on retrouve beaucoup de similitudes sur des événements qui se sont accaparés en fait. Donc le personnage de Juan, donc, qui est interprété par Marshall Ali dans le film, il était basé en fait sur le père du frère de McCraney, qui était donc on va dire son protecteur, son défenseur.
Et finalement, donc c'est un peu comme l'équivalent de Juan avec Chiron, quoi. Et Paula, en fait, c'est une représentation des mères de Jenkins et McCraney, parce qu'en fait, elles luttaient toutes les deux contre la toxicomanie. Elles étaient toxicomanes, et notamment donc la mère de McCraney donc était atteinte du sida. D'accord. Et donc McCraney et Jenkins ont également grandi à Liberty Square, donc à Miami, qui est le lieu principal du film, et lieu où ils vont complètement tourner tout le film de A à Z. Ouais, ok. Puis on verra, ouais, après comment on parle vraiment d'un personnage. Voilà, il remplit toute l'affiche, mais l'environnement social est présent aussi. Il est très très présent. Ouais, et d'une façon finement abordée, mais du coup, voilà, ça m'étonne pas qu'ils soient eux aussi originaires de. Enfin voilà, ils n'ont pas tourné dans un pays étranger, dans une ville étrangère. Voilà, ils connaissent et voilà, on verra en quoi c'est très fin cet environnement qu'entoure ce personnage, comment il est abordé, comment il l'implique, comment il va avoir beaucoup de répercussions sur lui aussi, quoi. Ouais, et c'est surtout en fait donc une importance capitale qui va arriver donc dans ce film, parce que finalement donc va arriver donc le plan B en fait, Plan B Entertainment, donc la société qui est notamment créée par Brad Pitt, donc qui va soutenir donc la production de ce film. Alors un accord de production a été passé notamment au Telluride Film Festival, donc un endroit que connaît très très bien Jenkins, et de plus en fait A24 va s'engager aussi à financer et gérer donc la distribution mondiale de ce film. Donc en fait c'est juste 2 producteurs, hein. Donc il y a juste Plan B et A24. C'était un peu les débuts de A24. Alors non, pas 24. Est-ce que c'était les débuts? Je me rappelle plus. Alors c'est pas vraiment les débuts, mais en fait c'est la première fois qu'ils financent un film. À chaque fois, ils achetaient la distribution des films, parce que finalement, A24, on en avait déjà parlé il y a quelques années de cela. On avait fait une émission spéciale. Voilà, où en fait, donc, A24, elle est à la base juste une petite société de distribution et va devenir producteur, distributeur. Et c'est le premier film, en fait, de ce système-là que va finalement renforcer A24 dans le paysage audiovisuel américain. Alors, c'est vrai qu'en fait, le budget de prod est très très léger, hein. Il est d'à peine 4 millions. D'ailleurs, pour certains, notamment donc le directeur de la photographie, donc Laxton, disait que en fait c'était vraiment un budget de 1,5 million. Je pense que forcément les 4 millions revient également forcément pour la production commerciale derrière là-dessus. Mais c'est très intéressant parce que finalement ça montre à quel point on est dans un film à vrai petit budget, quoi. Oui. Bah, et puis je pense que ça sent, enfin voilà, il surgit de nulle part, je sais pas, mais comme tu l'as dit, est-ce que du coup, en plus, premier film, voilà, déjà ça a le mérite d'une œuvre qui est, j'allais dire, pure, mais voilà, c'est quand même ça qui accompagne les premiers films, et petit budget, on verra que voilà, la mise en scène n'en pâtit pas, au contraire, quoi, mais il y a un peu une pureté, je sais pas comment dire, de la première œuvre qui s'est faite malgré tout. Heureusement. Oui, surtout que on parle donc du scénario, on parle de la production, mais après va arriver forcément la distribution du film. Ouais. Et pour la distribution du film, en fait, il y a différents acteurs qui interprètent, donc notamment Chiron et Kevin, où finalement on peut en parler, notamment c'est, on va dire, une partie de la romance qui est l'élément fort de ce film. Notamment, donc on a plusieurs donc acteurs, notamment on a donc Ashton Sanders qui joue le rôle adolescent de Chiron. On a Alex Siebert et Jaden Piffner qui ont été choisis pour les rôles de l'enfant, et donc pour Chiron et Kevin. Donc tout a été fait dans un casting ouvert à Miami, et notamment donc pour les autres personnages adultes, donc il y avait vraiment quelques sélections déjà assez prisées. Alors notamment Andrew Holland. Andrew Holland joue donc Kevin adulte. Lui en fait connaissait déjà l'œuvre de McCraney. Il avait déjà donc joué dans des pièces de McCraney et donc connaissait déjà la pièce In Moonlight. Et donc forcément il était très attiré par interpréter ce film, et il a absolument jouer à fond la carte de on va dire du rôle de Kevin, quoi. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnages comme ça, ou acteurs qui étaient quand même un peu reconnus déjà auparavant. Ouais, mais tu vois, c'est vrai, quelques-uns, mais Mahershala Ali qu'on avait vu dans des séries, mais je trouve que c'est ça qu'il a. Bon, moi, je me rappelais plus de lui, il explose dans Moonlight, mais c'est vrai que ça partait avec un casting. Naomi Harris, un petit peu connue, mais pas non plus. Naomi Harris, c'était très différent, parce qu'en plus, Naomi Harris, elle est d'origine anglaise, hein, donc elle n'est pas américaine. D'accord. Elle faisait donc de faire le tournage de James Bond, et en fait, c'est vrai. Elle a pas reçu sa visa pour travailler aux États-Unis. Okay. En fait, elle était juste là-bas.
Donc elle a fait son tournage donc, de Moonlight en seulement 3 jours. D'accord. Et il ne pouvait pas faire autrement. Donc toutes ces scènes ont été faites en seulement 3 jours. Ah ouais, après il faut repartir quoi. Waouh. Ok. Donc non, quand on voit son rôle, ça s'est tendu quoi. Ça c'est impressionnant parce que finalement en plus on la voit sur 2 périodes, 3 périodes de la vie de Chiron, parce qu'elle joue sa mère donc. Ouais, donc c'est très très intéressant. Okay. Et c'est vrai qu'en fait elle était tellement subjuguée par l'idée même du scénario parce que finalement elle était auparavant un peu réticente. Elle avait peur d'une représentation stéréotypée. Elle avait une peur de façon de représenter aussi un toxicomane. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Elle a énormément travaillé. Elle a regardé pas mal de documentaires sur les préceptes des personnages accros et comment ils réagissent aussi dans un cercle familial. Donc elle a vraiment travaillé là-dessus. Alors c'est vrai que tu parlais de Mahershala Ali, je vais un peu terminer là-dessus sur la distribution des rôles. Alors pour ce coup-là en fait c'est un coup de Romansky, donc la productrice qui aidait Jenkins pour ce film, parce que finalement en fait elle avait proposé directement que ce soit Mahershala Ali qui joue le personnage de Juan. Donc c'est vrai que quand on y pense, il avait déjà un peu des rôles très similaire dans ce style-là. Notamment, il a éclipsé, on va dire même, il a ébloui la télévision américaine avec son personnage dans The Wire. Ouais. Et c'est vrai qu'ici, en fait, là, il a vraiment un personnage donc, qui est également dealer de drogue, mais qui est un personnage, en fait, peut-être le plus attachant du film. Ouais, parce que finalement, c'est le personnage, voilà, c'est le personnage peut-être le plus doux derrière. C'est le personnage, en fait, du protecteur de Chiron, donc Juan. Et Jenkins, à la base, était vraiment hésitant. Il hésitait beaucoup sur l'idée même de prendre Ali en raison en fait de son précédent rôle qu'il avait eu dans... Du passif d'acteur, Du passif d'acteur, mais surtout par rapport à son rôle qu'il avait dans House of Cards, donc le personnage de Remy Danton, qui était beaucoup plus froid, beaucoup plus nuancé. Et en fait, il a été convaincu parce qu'en fait, Mahershala Ali, c'est quelqu'un qui sait... on va dire quasiment tout jouer en fait. On a très peu on va dire d'éléments factices sur ces on va dire ces éléments-là on va dire dans notre imaginaire de cinéaste ou de cinéphile français, parce que finalement pas mal de ses œuvres ne passent pas la frontière américaine. Oui. Mais Mahershala Ali, c'est quand même quelqu'un qui commence peut-être enfin avoir une carrière, on va dire, très bankable, parce que finalement il va arriver dans le prochain Marvel sur Blade. Bon, je pense que le film, je sais pas s'il est mort-né, mais peut-être que ça va arriver. Mais oui, t'as raison, Moonlight l'a lancé il a un petit rôle dans Alita, j'allais dire Gun. Oui, Alita Battle Angel. Et puis bon, Green Book, après on est resté quand même dans l'auteur. Exactement. C'était un peu en plus double Oscar, voilà. Donc il a eu son tremplin, mais il mérite, quel grand acteur. Formidable. Et dans ce rôle, c'est cool qu'il y ait eu une hésitation du réalisateur. Tu vois, tu te dis, en fait, non. Et surtout pour l'acteur en lui-même, parce que Mahershala Ali donc, a considéré le rôle comme une occasion importante en fait, de dépeindre un mentor. C'est surtout ça qui l'a intéressé beaucoup. Et notamment, il s'appuie sur ses expériences de grandir auprès d'un personnage comme lui, en fait. Donc, il a voulu un peu retransmettre ce qu'il a reconnu en lui-même durant son enfance, pareil, qui n'était pas très joyeuse non plus. Okay. Mais c'est vrai qu'on parle pas que de joyeuseté. Hein. Là, cette fois-ci, je pense que pour l'émission là, c'est pas que du beau, même s'il y a un rapport très humain dans ce film, forcément. Et notamment, donc, il y a aussi le personnage de Janelle Monáe, donc qui joue le rôle de Teresa aussi, qui est un personnage important. Sacrée douceur aussi dans le jeu, quel formidable personnage aussi. Ouais, c'est une chanteuse, je crois, Roland. Exactement. C'est une chanteuse en parallèle, elle fait les deux, il me semble. Exactement, ouais. Qu'on revoit, je sais plus dans quel film on l'a vu aussi, elle, mais moi je l'ai découverte avec Moonlight. Et pareil, elle était très intéressée sur son personnage parce qu'en fait, c'était notamment, ça le reliait pareil également à sa famille sur les luttes similaires concernant la drogue et l'identité sexuelle, quoi. Donc c'est vrai que c'est un casting qui est un peu inespéré, je pense, pour ce film au départ. Sorti de nulle part, mais les étoiles se sont réunies, quoi. Comme souvent dans les premiers films. On en a parlé déjà un peu, c'est beaucoup d'opportunités qui arrivent par-ci par-là. Il y a beaucoup de films il faut le savoir, c'est que faire un film, produire un film, réaliser un film, sortir un film, aussi, c'est une épreuve difficile. C'est, on va dire, c'est toujours quelque chose qui accouche dans la douleur. Et d'ailleurs, ça l'est encore plus avec les nouveaux médiums comme le jeu vidéo, il y a encore une part encore plus intéressante et encore plus importante dans la production. Mais même faire un film à petit budget comme ça, il y a toujours une difficulté assez incroyable et assez croissante au fur et à mesure que le projet se met en place. Alors, pour le tournage, ça a été beaucoup plus simple. Enfin, plus simple.
il a seulement duré 25 jours. Donc il a commencé donc, le 14 octobre 2015 à Miami en Floride. Et c'est vraiment après avoir exploré les endroits à Miami, notamment avec sa productrice Rovansky, que Jenkins en fait un effort pour filmer en fait dans des endroits où il vivait auparavant. Donc ils vont vraiment tourner tout à Liberty City, à Liberty Square, donc les quartiers pauvres défavorisés de Miami. Ils ont même été notamment entourés par la police pour ne pas être dérangés au fil du temps des tournages en extérieur, quoi. Ok, ouais, donc vraiment en immersion. Bon, on en reparlera après, mais moi, en revoyant le film, là, je trouve ça fascinant. Rien ne se fait au hasard. Tu te dis, un film est difficile à se monter, mais quand tu as une vision de ce que tu veux mettre en scène, et là, Jenkins, on va voir qu'il n'y a rien au hasard, et notamment le bleu éparpillé dans le film. Là, je me faisais la réflexion en le revoyant une nouvelle fois. Et même la scène sur la plage, les poubelles sont bleues, les portes de garage. Enfin, c'est formidable. Et tu te dis, un tournage entouré, mais bon, voilà, il a maîtrisé les choses pour la mise en scène, c'est formidable. Et comme on le Quelle disait, partie du décor il a repeint et tout, je sais pas, mais c'est vrai que voilà. C'est vrai que, on peut se demander comment il a fait. Surtout le lieu du film en le lui-même. Lycée, le collège, ouais. La Liberty City, ça représente aussi bien Miami d'une certaine manière, c'est coloré. Oui, il y a les couleurs qui sont là dans tous les cas. Il y a toujours quelque chose de couleur presque pastel en fait, dans cet état-là en fait. Et je pense que c'est peut-être une chose qu'il voulait aussi représenter dans le film. C'est un film de couleurs vraiment plus réel, vraiment. Donc je pense que oui, ça c'est parfaitement ça. Et c'est vrai qu'on va revenir là-dessus. Juste pour terminer sur la partie donc de cette production de ce film. D'ailleurs, pendant le tournage, Jenkins en fait s'est assuré que les 3 acteurs en fait qui jouaient Chiron ne se rencontraient vraiment qu'après le tournage. Je l'avais lu aussi. Ouais. Donc, vraiment pour éviter toute imitation en fait de jeu pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est vraiment intéressant parce que par conséquent en fait Rhodes, Sanders et Ebert, donc qui jouent les personnages donc, de Chiron, donc jeunes, adolescents et adultes, en fait ont été filmés dans des périodes distinctes donc de 2 semaines. Et Mahershala Ali en fait s'est fréquemment rendu à Miami des week-ends consécutifs en fait pour filmer pendant la production d'autres projets parce que lui il a été bien booké à cette période-là. Ouais. Et Naomi Harris en fait a tourné donc toutes ces scènes comme j'ai dit en 3 jours et sans répétition. Et finalement ça marche plutôt bien. Ouais, puis elle a rencontré pour le coup les 3 comme c'est un peu le lien, ouais. C'est ça, Mahershala c'est exactement Ali, ça. il n'est que dans la première partie du film, quoi. Mais oui, ce qui ne se rencontre jamais. Et quand on voit le résultat, notamment la démarche particulière, on parlera du corps après, mais c'est fou qu'il soit arrivé à ça, quoi. Et puis à cette espèce de ressemblance qu'on a sur l'affiche qui en fait, les 3 acteurs sont distincts, quoi. Mais c'est fou qu'on arrive à ça. Donc c'est vraiment le film fonctionne aussi pour ça, parce qu'il a trouvé quand même une homogénéité entre les 3. C'est formidable. Il a une homogénéité, puis je trouve qu'en fait il a un équilibre en fait vraiment bien narratif et artistique dans ce film. D'ailleurs, c'est une œuvre intimiste et au regard véritablement cinématographique, parce que finalement parmi cette idée même qu'a voulu Jenkins et notamment donc son directeur de photographie, c'est vraiment de faire une œuvre pas documentaire du tout. Donc ils vont filmer vraiment ça en cinémascope. Donc on est vraiment sur un vrai écran large. Et toute son histoire en fait, c'est de dépeindre finalement toute la vie de Chiron par des éléments très représentatifs. Et d'ailleurs ça se voit parmi tous les termes abordés en fait dans ce film. Que ce soit l'amour, le sexe, la survie, les mères, les figures paternelles. Le manque du père est un atout majeur en fait dans ce film, parce que finalement c'est représenté par le personnage de Juan qui a une importance capitale et qui pourtant, il lance le film et qui pourtant spoiler alerte, désolé, on va en parler parce que voilà, c'est dans l'histoire. Les gens l'ont vu, j'espère. Voilà. Les gens ont vu le film, sinon regardez-le. Parce que finalement donc le personnage de Juan disparaît à la fin de la première partie. Voilà, c'est ça. Donc non, il y a toujours un intéressement particulier dans ce film, parce que finalement tout est récupéré sur la volonté même de comment en fait ce jeune garçon qu'on voit au début qui se fait persécuter par les autres parce qu'il est différent, parce qu'il est petit, il est chétif, il est un peu efféminé aussi d'une certaine manière, même si ça se voit pas beaucoup. C'est ça qui est fort avec ce film aussi. Ouais. Puis les gens lui disent une injonction, t'es harcelé, pourquoi, lui-même se demande c'est quoi ta pète, il le demande à Mahershala Ali. Enfin voilà, c'est la construction aussi, c'est la violence des enfants, tu vois, qui se moquent d'un truc et je sais même pas pourquoi forcément, mais c'est très bien ressenti effectivement. Dès le début. Et c'est ça qui est fort avec ce film, c'est finalement le questionnement de l'identité en fait.
Moi, je crois que c'est central. Et tu parlais des thèmes, tout ce que tu as dit, oui, effectivement, de toute façon, c'est multiple dans ce film. Et on peut, enfin, si on demandait, ça parle de quoi Moonlight, tu sais, j'aurais du mal à définir sur un truc, tu vois. Alors, effectivement, ça peut parler de la drogue, tu vas pas faire que c'est un film sur la drogue. Enfin, tu vois, aussi par son histoire. Il n'y a histoire, pas que le contexte social, tout ça. à fait. Mais moi, je retiendrai l'identité, ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est difficile d'expliquer en fait toute l'histoire de Moonlight, parce que finalement, comme je le disais, riche. C'est un film sur la vie d'un personnage principal, donc Iron, sur ses déboires d'enfance, son évolution, sur ses persécutions, sur enfin sa mise, on va dire, en avant de personnes adultes, mais sur tous les écarts qu'il a à côté aussi, sur tous les regrets qu'il a par sa vie. Enfin, c'est un film compliqué à expliquer forcément par un synopsis. Mais pas compliqué à regarder. Mais c'est normal. Ouais. C'est normal parce que finalement Jenkins va vraiment utiliser, on va dire, en élément narratif, ce qu'on appelle notamment aux États-Unis le coming of age. Donc c'est-à-dire un film sur des éléments de vie, notamment sur le passage à l'âge adulte d'un personnage enfant qui comprend par ses difficultés, par ce qu'il se subit, par ce qui l'entoure, donc de devenir en fait quelque chose de, on va dire, quelqu'un de mature, quelqu'un de sensé, ou encore que ça peut être l'inverse. Ouais, c'est vrai que voilà, que devient-il ? Mais c'est ça, en fait, c'est un personnage qui va grandir malgré des choses, un contexte fort, une famille compliquée, voilà, malgré des choses. Et on disait tout à l'heure, pourquoi ça peut parler aux gens ? Alors, peut-être pas forcément une mère qui ressemble à celle du film, mais il y a peut-être d'autres facteurs qui influencent la façon de grandir dans le monde. Et Moonlight parle de ça. Et rien qu'à la fin, si on parle d'identité, mais même à la toute dernière, presque les dernières scènes de dialogue, Kevin, adulte, demande « mais qui es-tu, quoi ?» Oui. Ah bah je suis moi, c'est quoi la phrase ? Oui, t'es qui en fait ? Et il répond, il fait, je crois, je suis moi, mais du coup la question n'est peut-être pas encore totalement répondue, tu vois, donc je sais même pas si il sait lui-même à la fin, mais en tout cas il a grandi, voilà, il y a eu et je trouve extrêmement sensible de même terminer un film comme ça, de dire t'es qui en fait, enfin tu vois, sans résoudre tout et d'arriver quand même à une espèce d'épanouissement. Le mot est peut-être dur, mais tu vois, d'assumer. Je sais pas si Chiron s'assume à la fin, mais en tout cas tu vois, d'un truc il est arrivé quelque part, ça va aller mieux quoi. Enfin il y a l'idée là. C'est ça, il y a une petite notion d'espoir. C'est vrai qu'en fait le film commence donc par Chiron enfant en fait, où il est régulièrement donc martyrisé par les enfants de son âge, et que donc Juan, donc un dealer, et sa conjointe Teresa lui offrent en fait régulièrement l'hospitalité, et donc il est isolé, il subit forcément un harcèlement quotidien, et un seul enfant lui offre un contact amical, donc c'est Kevin, le fameux Kevin, et qui lui dit mais tu devrais plus t'affirmer, parce que finalement c'est ça aussi dans ce film que l'on voit d'une certaine manière, c'est sur l'identité masculine noire, c'est sur ses interactions avec l'identité sexuelle, et donc la première interaction qu'il a avec le jeune Kevin notamment, c'est non mais tu devrais montrer comment te battre, les autres vont peut-être te respecter. Et les deux se battent, mais en fait c'est un jeu. Ouais. Oui, il y a la notion de jeu. Il y a plus de la lutte que vraiment de se donner vraiment des coups violents en fait. Et ils en rigolent en plus. Donc, ils en rigolent. La relation avec Kevin, amoureuse, parce qu'en plus elle n'est pas complètement amoureuse. Voilà, Kevin. Voilà, est-ce qu'on l'a. Voilà, est-ce qu'on a ses pensées totales ? Je suis pas sûre, mais ouais, cette relation est belle, là, d'amitié. Genre, mais vas-y mec, voilà, relève la tête face aux autres. Alors il va au collège, où on a tous au lycée après, tous des places sociales fortes. Du coup, l'autre c'est le mec qui agresse les autres. Moi je baisse la tête, voilà. Donc il y a cette idée de Moonlight de relever les épaules. Elle lui dit, Janelle Monáe à un moment, mais non, relève la tête. Chez nous on est fiers, on s'aime. C'est un peu ça que leur apprend du coup Mahershala Ali, Janelle Monáe, ses parents, on va dire, de substitution. Il y a cette idée-là. C'est ça en fait, l'idée même de récupérer sa propre identité, parce qu'en fait il est tellement martyrisé par tout le monde que forcément il a le surnom de Little, en fait, le petit. Ouais. Et qu'en fait, donc il y a cette scène que je trouve assez belle avec le personnage de Teresa qui lui dit non, moi je vais t'appeler Chiron parce que tu t'appelles Chiron. Ça c'est génial. Donc en fait, il lui redonnait sa propre identité, son propre nom, sa propre figure en fait. Tout à fait, le vrai prénom. Et tu parles des surnoms, c'est chouette l'idée des chapitres, alors qu'il y avait du coup apparemment dans la pièce, mais c'est pas pour rien Little, Chiron du coup, et Black. Black est son surnom en fait, parce que c'est vrai qu'en fait il a un côté, je trouve, que par Kevin, mais pas seulement ça en fait. Ouais, je sais plus.
plus, mais je crois que c'est quand même lui qui l'a, parce qu'il lui dit pourquoi tu m'appelles Black. Ouais. Parce que moi, je peux, je partage mon joint avec toi, je sais plus ce qu'il lui dit, tu vois, il y a ce truc-là. Du coup, c'est quand même des surnoms que lui donnent les gens, il a pas forcément choisi. Et comme tu dis, la belle scène où elle dit non, moi je vais t'appeler par ton prénom, et c'est en 3 chapitrages comme les identités qu'on a tous peut-être à un moment de la vie, c'est une belle idée d'avoir dit, Et puis, il y a les autres aussi ont des surnoms, il me semble, je sais plus partout, si Kevin en a, mais bon, bref, oui, je crois je sais plus. Mais voilà, l'idée des surnoms est chouette dans la construction de l'identité. Voilà. Comment je m'affirme, et puis à la fin, il reprend ce surnom de Black, voilà, quand il a changé de corpulence. Surtout, voilà, il a changé de corpulence. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a un côté presque, il y a un beau et il y a un côté très très tragique aussi dans cette histoire, parce que même s'il y a toujours une notion douce dans ce qui se termine dans cette dernière partie, il y a aussi une fatalité assez notoire, parce que finalement on parle beaucoup de la drogue aussi dans ce film, et cette notion de drogue, Chiron il l'a subi, et pourtant finalement son protecteur est un dealer de drogue. Tout à fait. Il y a toujours cette dualité qui est très profonde, et en plus qu'il l'est encore plus, parce que finalement lui également va devenir dealer. Donc, il va devenir dealer, sa mère est fournie, elle lui reproche par le Mahershala Ali, fournit à sa mère aussi, dans le quartier elle se fournit là, donc forcément. Il y a une scène assez magnifique en fait, où donc Chiron enfant donc va voir Juan et lui demande en fait s'il est dealer de drogue, et il a ce regard absolument honteux en fait, où il n'ose même pas le regarder. Pour le coup, c'est lui qui baisse la tête à ce moment-là. Voilà, c'est puissant en fait, c'est extrêmement puissant sur sa façon très bien dit. Sur le traitement de la drogue en fait, sur la façon dont en fait, sur cette notion de dépendance. Donc, qui est représentée notamment par la mère, mais il y a aussi une notion finalement d'ultra-dépendance et finalement aussi assez représentative dans sa vie, parce que finalement c'est pas seulement par le biais de sa mère, mais ça va être tout le cocon en fait qu'il a connu. Ouais, tout à fait. Et tu dis dépendance, et c'est la notion aussi de cercle vicieux. Dans Moonlight, comme tu dis, il devient finalement dealer. J'aime bien quand à la fin Kevin lui demande, à la fin en troisième partie, tu fais quoi maintenant, t'as dealé sérieux, genre en mode t'es pas sorti de là. Ouais, et c'est vrai qu'il y a l'idée, fatalité notoire en fait. C'est ça, c'est la fatalité un peu du quartier, de si on n'en sort pas, on devient pareil. Juan est mort à cause de ça, mais je le recopie et je fais un peu pareil. Et il y a cette idée d'en sortir. Il fait pareil, mais à Atlanta, parce qu'il est parti de Miami, il a vie à Atlanta. Mais voilà, mais du coup, il n'arrive pas totalement à s'en extraire. Et à l'image de ce cercle vicieux, moi, j'aime beaucoup la scène d'ouverture, qui est tout c'est un travelling circulaire plan séquence, du coup, qui tourne sur Mahershala Ali. C'est le premier personnage très très beau. Ça sort de la voiture, et voilà. Et on reste dans cette rue. Après, on voit le petit Chiron qui déboule, et pour l'instant, on nous l'a pas présenté. Mais j'aime bien ce cercle, ce panneau, ce travelling circulaire, parce que du coup, il dit direct, il y a un truc il est en même temps très beau, puis il y a un truc ça tourne autour des dealers, donc est-ce qu'on va se sortir de ce tour, quoi. Donc, d'emblée, on se dit, on est là, ok, on est dans ce cercle, comment il va faire? Et effectivement, le petit court, et on va nous le présenter après. Donc c'était une façon chouette de commencer le récit, quoi. Oui, c'est surtout qu'en fait, si on reprend, on va dire, la psychologie de ce personnage en fait enfant, donc de Chiron, c'est l'enfance délaissée en fait. C'est cette perte d'identité, c'est cette recherche d'identité qui va finalement le découvrir de façon un peu fatale aussi, d'une certaine manière, même si c'est un personnage qui ne va pas mourir. Mais il y a de la tragédie quand même. Il y a de la tragédie quand même. Surtout après, c'est l'adolescence qui est face à la colère, parce que finalement pas tout de suite la colère, mais t'as raison. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que dans cette deuxième partie, en fait, donc il est la victime encore désignée donc d'un petit groupe d'élèves de son école, et en fait c'est vraiment l'apparition de Kevin en fait sur la plage, alors qu'il est tout seul la nuit là-bas, d'ailleurs qui peut ressembler à un songe, en fait, à un rêve. Ça pourrait être un rêve, ouais. Je me suis fait la réflexion en revoyant. Où les deux s'embrassent, et c'est finalement le lendemain où il y a du retour à la réalité, cette fatalité assez morbide aussi, où il est soumis à une provocation, et d'ailleurs même Kevin se sent obligé de le frapper en fait. Et encore une fois, il y a un cercle, tout à fait, il est poussé par vas-y, t'es encore prêt à taper les gens, et le vieux truc du lycéen, mais c'est vrai que et puis, tu vois, on retrouve cette histoire de cercle, ils encerclent tous Chiron et Kevin, allez vas-y, frappe-le, et voilà, il finit par terre au milieu du cercle, effectivement. Mais t'as raison sur le rêve-réalité, et comme l'extrême violence, après Chiron il se venge en foutant on va dire c'est la fin de l'acte de cette deuxième séquence. Mais c'est quand même très violent, pas mal quand même pour le mec qui est affreux, quoi, qui le harcèle et tout, mais ça c'est juste après une scène d'amour, effectivement. Et surtout qu'en fait là, donc, c'est malheureusement aussi on va dire
on va dire, le point culminant en fait qui va pousser Chiron vers la délinquance aussi. Ouais, dans cette ellipse, ouais. Parce que Chiron finalement donc va faire un séjour on va dire en prison quoi. Ouais, en prison infantile. Prison ou ouais, c'est ça, je sais pas, centre pénitentiaire, je sais pas, pour jeunes, mais oui, on prison pour jeunes. Oui, aux États-Unis, il porte en prison dès 16 ans, t'inquiète pas. Bon, attends. Et je pense qu'il est resté longtemps, mais c'est vrai que tout ça c'est dans l'ellipse entre la partie adolescence, voilà, bim, qui se termine par cette violence. Et quand on le retrouve adulte. Ouais, parce que, excuse-moi de t'avoir coupé, parce que c'est vrai qu'en fait, chaque séquence, en fait, c'est à peu près 10 ans, en fait. Oui, voilà, c'est vrai que c'est difficile à quantifier, parce qu'à la fin, on sait pas trop quel âge il a non plus. Chiron, en fait, au début, 25, il doit avoir 9-10 ans. Ouais. On a cette période d'adolescence, donc il a plutôt vers 16 ans. Je pense qu'il a près. 16, ouais, et 17. C'est à peu près 10 ans après, en fait. Ouais, donc voilà, on le retrouve. Parce que là, il a pas encore 30 ans, mais il est entre 25 et 30 ans. Il est entre 25 et 30, c'est ça. Mais du coup, l'ellipse, c'est belle aussi, parce que tu comprends plein de choses, quoi. Et surtout, quand on le revoit, on pense pas que ce soit lui. Parce qu'en fait, il est totalement transformé. La dernière partie est vraiment... On est vraiment sur de la transformation physique pure et dure. Parce qu'il s'est transformé, il a fait ses jours en prison, il est complètement devenu, on va dire, massif, comme diraient certains. Une corpulence impressionnante. Sportifs, ouais, voilà. Ouais. Il a une corpulence importante et en fait, il reçoit toujours des appels de sa mère, en fait. Et une nuit, en fait, Chiron reçoit un appel également de Kevin, qui est donc devenu cuisinier dans un restaurant et d'ailleurs père d'un enfant. Et en fait, donc, il rend visite, donc, il part le lendemain donc, d'Atlanta, il retourne à Miami, il rend visite à sa mère. Ouais. Avec on va dire un dernier adieu déchirant, parce que finalement, elle combat toujours sa toxicité. Elle est en centre, pour le coup, elle est hospitalisée. Voilà, elle est toujours en centre. Et en fait, donc, il y a toujours un peu ces adieux en fait, entre les deux, parce que finalement, ces reproches. C'est un adieu, mais c'est toujours, c'est un adieu avec... toute la colère qui est partie en fait. La colère qui est partie, peut-être une comment elle s'excuse aussi. Un apaisement, oui, un apaisement qui est là, voilà. Ouais, il y a des choses qui sont dites, une sorte de retrouvailles aussi entre deux. Et après, ouais, il part voir Kevin pour le retrouver. Pareil, où il y a vraiment les deux personnages qui se renouent entre eux, quoi. Oui. C'est vrai que ça se termine comme ça de façon très doux en fait. C'est un film qui a une certaine douceur dans sa représentation humaine en fait de ces personnages et qui n'est en aucun cas pour juger ni l'un ni l'autre. En fait, il y a toujours une certaine façon de se dire qu'en fait la fatalité aussi du comportement humain en groupe n'est jamais toujours la même quand ils sont tout seuls. Ouais, c'est vrai. Il y a le côté... Et qui est très bien représenté par Kevin, adolescent. Ouais, oui, c'est vrai. Que lui, c'est son ami, avant d'être, on ne sait pas, amoureux, voilà. Mais effectivement, t'as raison, il a en lui, il a pas envie de le frapper, mais il fait partie de cette bande sociale, c'est chouettement dit. Et puis plus tard, voilà, les années sont passées, mais il y a toujours le ressenti et tout ça. Mais oui, non, c'est la dernière partie est... Enfin, ouais, comme tu dis, c'est un film sur la sensibilité, puis ouais, aucun jugement. Ça, c'est clair que Jenkins est fort pour, j'allais dire nous mettre dans sa peau, non, parce qu'on ne l'est pas, mais voilà, de nous l'incarner en 3 corps et de faire sentir tout ça, même la mère, je pense pas qu'on la juge, même si elle est folle aussi, quand même compliquée à gérer. Mais ouais, sinon pour rebondir un peu sur ce que tu as dit là, et ce changement de Chiron à la fin. Un des thèmes pour moi c'est aussi le corps, ça va avec l'identité de toute façon, donc c'est l'identité, comment t'es, et c'est vrai que Moonlight il parle de ça, t'es un corps à l'école face à ta mère, et je trouve le film est chouette pour ça. Déjà il a trouvé 3 acteurs, on l'a dit, qui ne se sont pas vus mais qui ont une démarche à juger par les autres, voilà, alors que Cattell c'est le démarche, tout le monde a sa démarche, joue très bien là-dessus en fait, où en fait il utilise beaucoup des plans de caméra en fait où on le suit mais de dos. Tout à fait. Alors ça, ouais, Gus Van Sant aime bien faire ça aussi. Mais ouais, le sac à dos, tout à fait. Il répète ça. Moi, j'allais te parler aussi de 3 plans qu'on retrouve dans chaque chapitre. Oui. Il est allongé sur le lit. Oui. Petit, adolescent et grand. Du coup, on découvre son corps baraqué, quoi. Et les 3 longent un peu son corps de manière un peu sensuelle. De toute façon, il y a de la sensualité aussi dans Moonlight parce que tu l'as dit, découverte du corps, on me touche, je peux toucher les autres. Enfin, ça parle quand même de ça aussi, Moonlight. Et de comment s'assumer avec son corps. Et du coup, voilà, ces 3 plans-là, donc, qui suivent le corps de Chiron. Et à la fin, voilà, ce corps baraque, et il est pas là par hasard. Alors, du coup, excellent choix de Trevor Rhodes d'avoir
prêter son corps. Enfin, voilà, tout à propos, un corps un peu carapace, quoi. Enfin, il est devenu baraque. À la fin, il lui dit, Kevin, mais qu'est-ce que t'as fait ? Se forger un corps, c'est aussi pour c'est vraiment se forger, cacher quelque chose aussi, d'une certaine manière. Ah bah, et là, dans Moonlight, c'est très fin. Enfin, le dentier en or qui fait ça, tu vois, mais c'est génial. C'est vrai, oui. Ça va avec cet appareil. Il lui dit, mais c'est quoi ces dents, en rigolant à Kevin, c'est génial. Cette façon qu'il a. Enfin, moi, ma scène préférée, c'est les retrouvailles. Et regardez-le de nouveau et voyez quand il arrive au resto. Donc, il va retrouver Kevin, il sort la voiture, déjà il se rebrosse, comme quelqu'un aussi, j'allais dire qu'à un date, je sais pas, en tout cas, il va être beau et tout. Non, mais, toi, il y a ce truc et il amène, enfin, moi, je trouve prodigieux Trevor Rhodes, l'acteur qui adulte. Qui a pas du tout, enfin on n'a pas du tout assez parlé de lui, mais voilà, en des petits gestes, il sort, t-shirt normal, voilà, de sa voiture, déjà il coupe le son, c'est un bolide le truc, il met son dentier, il se brosse. Finalement, il copie en fait Juan quand la séquence du film de Moonlight commence par pareil, une voiture un peu clinquante. C'est vrai, ça commence aussi, ouais, tout à fait. Qu'il écoute de la musique. Ouais, tout à fait. Et je sais pas si t'as remarqué, mais la petite couronne dans la voiture, c'était dans la voiture de Juan. Oui. Et le bandana, je sais pas comment ça s'appelle, les trucs collants, là, le bonnet collant qu'aime bien les rappeurs ou les gens qui aiment le look hip-hop. Que Juan, mais aussi. Voilà. Donc ça, il le reprend de Juan. C'est très marrant parce que finalement Mahershala Ali avait quasiment le même dans The Wire, donc. Tu vois, voilà. Mais oui, après c'est une identité. Enfin, ça peut être culturel et tout, mais c'est vrai que. Totalement. C'est totalement culturel. Ouais, c'est ça, culturel dans le sens. On est encore sur le thème de l'identité culturelle. Déjà, mais c'est vrai que là c'est la transmission. C'est la transmission, et là pour le coup il reprend le père de substitution, vas-y, je l'admirais trop, le bonnet, donc ça c'est subtil. Et quand la belle scène de la plage au début avec Juan, voilà, il enlève son Mahershala Ali qui est aussi assez impressionné et tout, et t'as le regard du petit gosse qui waouh, balèze. Donc on se doute que dans la première partie il a voulu aussi reproduire ça, et puis s'affirmer, comme tu dis, violence, prison, vas-y, maintenant c'est moi le dealer, je fais les règles. Mais où je trouve génial dans cet acteur, regardez ses yeux, enfin moi je trouve formidable, mais il amène, donc il est quand même impressionnant, on l'a direct en torse nu et tout, mais il a ce truc dans l'œil qu'il fait rougir, qu'il fait enfin voilà, c'est vraiment. Et la scène du resto est formidable parce qu'il se retrouve déjà, vas-y, tu retrouves quelqu'un que t'as aimé, enfin il y a tout un jeu qui se trouve de très subtil, donc voilà, pour moi c'est un point phare du film, quoi. C'est de l'apogée. Parfaitement, ouais. Pour terminer un peu dans cette analyse de film, je vais juste rebondir aussi sur la scène, comme tu disais, donc la scène de la plage, donc avec Mahershala Ali et Sharon enfant. Il lui apprend à nager. Ouais. Voilà, parce que finalement, il y a aussi cette représentation de l'eau dans ce film qui est très importante. Forcément, on est à Miami, le ciel est bleu, la couleur bleue est assez omniprésente dans ce film. L'eau, elle est purifiante et transformatrice. Hein. Ça a toujours été une thématique symbolique. La mer, en fait, ça a une place importante dans ce film parce que finalement, elle apporte du réconfort dans ces moments en fait clés de leçon de vie, donc notamment donc la scène avec Mahershala Ali, la scène avec Kevin adolescent, la plage, l'océan en fait c'est comme disait donc notamment une grande auteure qui était Omiseke, Natasha Tinsley. Donc l'océan en fait c'est un courant opposé, donc à la fois lieu d'inégalité et d'exploitation, ainsi que de la beauté et de la résistance. Et finalement, c'est très représentatif de ça. Ouais. Et du coup, je vais terminer un peu là-dessus. D'un point de vue technique, Jenkins et son directeur de la photographie, donc James Laxton, en fait, ont choisi d'éviter un look documentaire. Ils ont filmé donc en cinémascope, mais ils ont surtout utilisé en fait une colorimétrie différente pour les trois parties. Et je trouve très intéressante parce qu'en fait, le travail sur la couleur de peau. Donc forcément, on a quasiment dans ce film, je crois, même je sais même pas si dans les seconds rôles on a un acteur blanc, mais on a vraiment que les Afro-Américains de toute manière. Tout à fait, et c'était aussi une rareté, et c'est génial de voilà. Et c'est vrai que le coloriste en fait, Alex Bickel en fait a eu comme objectif en fait de créer une nuance de couleur en fait à chaque acte, donc sur les trois, et donc imite donc en fait différents types de films. Donc pour la première partie du film, en fait la première partie du chapitre, donc le film a été tourné donc en numérique sur une caméra Arri Alexa, donc qui est assez prisé dans le milieu du cinéma, et cette fois-ci donc en fait pour la première partie il va utiliser un petit côté Fujifilm en fait, donc il va intensifier les teintes de peau, et ça se voit notamment dans cette scène de plage avec Mahershala Ali. La deuxième en fait a un style ce qu'on appelle style Agfa, donc un style pareil de pellicule un peu différente qui rajoute en fait du cyan à l'image, et c'est vrai qu'en fait les scènes de nuit, notamment la nuit avec Kevin sur la plage se répercutent beaucoup quoi.
Et la troisième, donc sur le codec modifié, en fait, ça intensifie un peu plus sur les scènes de nuit, mais avec une lumière artificielle, notamment donc toutes les scènes de diner, et notamment quand Chiron roule de nuit. Il y a des séquences très très représentatives où il est presque même un peu effacé d'une certaine manière. Parce qu'en fait, il est un peu en réticence de retrouver son passé. Parce qu'en finalement, il est parti de Miami pour aller à Atlanta, mais c'est aussi pour quitter un peu son passé. Oui, c'est vrai. Et là, il va le reconfronter, en fait. Et puis, il le dit à un moment, j'ai essayé d'oublier ce qui s'est passé. Voilà. Donc, ouais, ce que tu dis va dans ce sens-là, effectivement. Puis, se remettre des dents en or pour faire autre chose, pour être quelqu'un d'autre. Non, mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant comment le film en fait d'un point de vue technique à travailler là-dessus. Ouais, carrément, ce que tu dis est super. Moi, je savais pas. Ouais, et qui se répercute sur l'affiche. Tout à fait, violette, bleu, c'est un dégradé et très beau dans le sens de dire plusieurs facettes d'une seule personne aussi, c'est normal, et puis différents chapitres qui construisent un individu tout simplement, quoi. Et moi je rajouterais à ton histoire de lumière, l'histoire de lumière, pas très important, non je rigole, c'est très beau, mais le bleu aussi, quoi, le bleu, Moon Knight, du coup il y a cette phrase, Rohan lui dit, ah bah oui, on m'a dit, une vieille dame m'a dit, les noirs sont bleus sous le Moonlight, qui est finalement le titre de la pièce originale. Tout à fait. Et du coup, voilà, Black Boys Look Blue. Ouais, voilà. I'm blue, je suis bleu, encore un surnom, voilà. Donc, en revoyant à chaque fois que je le revois, ce film, c'est distillé de partout. Ce bleu, les poubelles, le sac à dos, les t-shirts des uns et des autres, les murs, le lycée, tout est bleu partout. Et pourquoi il s'est amusé, lui, ça peut être une idée visuelle pour marquer son film, mais je trouve que c'est un peu une façon de dire, ah bah oui, l'identité s'éparpille. Se recouvre peut-être ce milieu social, tu vois, qui est trop dur. J'aime bien cette idée de dire les hommes sont peut-être de bleu ou de la couleur qui les représente, quoi. Donc il y a cette idée qui est très belle d'irradier un peu, et ça va avec tes recherches sur la lumière du film et les différents choix visuels, quoi. Donc petit film, petit budget, mais rien n'a été laissé au hasard. Mais voilà, surtout qu'en fait, c'est intéressant comment les acteurs en fait ont soutenu Jenkins dans cette idée-là, parce que finalement, c'est un film très personnel et ça se le ressent. Et finalement, donc le film, comme ça me permet de rebondir sur notre dernière partie. Donc le film sort en salle aux États-Unis donc le 21 octobre 2016, et il est finalement passé dans plusieurs festivals auparavant, notamment au Telluride Film Festival, donc le festival comme je disais, donc notamment où Jenkins apparaît beaucoup. Donc il est passé notamment donc en avant-première mondiale le 2 septembre. Il est passé notamment à Toronto, il est passé également à New York, il est passé également à Londres, donc dans plusieurs festivals. Et forcément, le bruit court que le film marche de plus en plus. Il donc inespérément passe aux Oscars. Nommé aux Oscars, notamment meilleur film, meilleur scénario adapté et meilleur second rôle masculin. Il va obtenir les 3. Donc, et Naomi Harris est aussi nommée, mais elle l'a pas eu. Oui. Et moi je trouve que Trevor Rhodes aurait dû être nommé, mais bien sûr c'est Mahershala aussi n'habite qu'un segment du film. Mais parce que c'est vrai que les films, c'est le personnage principal, c'est Chiron. Ce n'est pas l'acteur en fait. Voilà, derrière. Mais bon, Mahershala Ali était un peu plus connu, il voulait pas tous les nommer, mais c'est possible aussi. Après il a pas besoin d'un Oscar pour être. Bon, après le film, c'est vrai que donc il a reçu donc l'Oscar du meilleur film donc en 2017. Après une petite bévue mémorable, exactement, lors de la remise de prix du meilleur film, parce que finalement il a été décerné par erreur à La La Land. Et non, comment vous dire que c'est bien c'était mieux, pas La La Land. Et du coup, ils avaient l'air tout penauds après. Ouais, et Barry Jenkins a rien dit, mais il était un peu, je crois, un peu déçu, non. Un peu circonspect. Ouais. Ah bon? Ça s'est fini direct. Enfin, pour lui, ça devait être le bordel. Ouais, c'est vrai qu'en plus, mais ce qui est une très bonne chose finalement pour un petit film à petit budget, de voir gagner l'Oscar du meilleur film. Ouais. D'ailleurs, je crois que dans les derniers petits films comme ça qui ont gagné, petits films, j'ai vraiment dit à micro-budget, gagner le meilleur film, l'Oscar du meilleur film. Ouais. Peut-être l'un des derniers on va dire du cinéma américain des Oscars, c'est je crois que c'est Rocky, donc ça date un peu quand même. Oui, c'est clair. Ouais. Et donc forcément qui dit aura l'Oscar du meilleur film dit forcément box-office, et c'est vrai que le film en fait a rapporté donc 27,8 millions aux États-Unis, 37,5 millions dans le reste du monde, donc pour un total de 65,3 millions. Alors pour un budget de 4 millions, c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, non, et il mérite, tant mieux que personne l'ait vu après, ça aurait été triste. Mais en fait, le film a été un bouche à oreille exceptionnel, notamment avec le biais des Oscars, parce que finalement l'augmentation des salles aux États-Unis a augmenté chaque semaine, donc
jusqu'à atteindre 1564 cinémas après les Oscars. D'ailleurs, ça a été le week-end le plus rentable de toutes les sorties en salle pour Moonlight. Ouais, c'est quand même cool, quoi, pour un film comme ça, sorti de nulle part, comme tu dis, qu'avec des Afro-Américains. Eh oui, voilà, ça fait quand même un pied de nez avec ce genre d'histoire sur l'identité, quoi. Enfin, moi, je trouve ça assez fabuleux. Et c'est pour ça, en fait, finalement, ça n'a pas été d'autres gros films. Tout le monde s'attendait même presque à La La Land, et finalement, comme quoi, il y a vraiment, il n'y a pas que on va dire que ces films qui sont pas vraiment des blockbusters, mais qui sont finalement des calibrés à mort. Pour l'aimer, Moonlight, et finalement, Moonlight, si on pouvait le voir, on pensait plus que ce serait un film, on va dire, c'est pas péjoratif, mais un film très Sundance et non pas un film à Oscar en fait en lui-même. Bah ouais, puis il est atypique, il est tout en sensibilité, je trouvais, quand les gens l'ont découvert, ça fait plaisir qu'un film comme ça ait été vu. C'est le genre de film qui aurait pu aussi passer inaperçu de par ses choix, de ce qu'il raconte. Oui, c'est vrai. Son casting, qu'on n'identifiait pas, voilà. Donc non, super. Et surtout Mahershala Ali, parce qu'on peut en parler encore un petit peu. C'est vrai qu'il a eu l'Oscar donc, du meilleur second rôle masculin. D'ailleurs, c'est le premier acteur musulman à recevoir un Oscar. Et c'est vrai que c'est un acteur qui quand même a pas mal bourlingué au fur et à mesure. D'ailleurs, après, on va le revoir encore aux Oscars avec Green Book. Deuxième Oscar, consécutif. Consécutif, c'est assez incroyable, c'est assez merveilleux. Alors, c'est vrai que notamment, il a toujours continué à refaire des films à côté. On le voit notamment aussi dans les projets donc un petit peu plus gros, notamment comme tu disais, Alita Battle Angel. Mais c'est vrai que ces derniers temps, en fait, il va apparaître possiblement chez Marvel. On ne sait pas si Blade va se faire ou pas. Parce que bon, c'est un peu, on prend jamais rien chez eux, donc voilà. Quoi. Bon, on attend de le voir dans d'autres rôles aussi. J'espère que voilà. Je sais plus ce qu'il a fait d'autre, mais voilà, je pense que c'est pas un acteur un peu comme Mikkelsen. Il va pas faire que Marvel, tu vois. Je pense que voilà, ça va être c'est un acabit. Voilà. Je ne pense pas. Il va se diversifier, mais tant mieux qu'il fasse Blade, voilà. Surtout qu'il a déjà une filmographie quand même très très bonne. C'est ça. Il a quand même aussi joué notamment par exemple chez Derek Cian Friends, donc The Place Beyond the Pines. Il a joué aussi dans des films forcément un petit peu plus oubliables comme Le Predators de Nimrod Rental. Mais c'est vrai qu'on le voit toujours intéressant en fait dans sa façon des choix. En fait, c'est très très différent. Ouais. Alors, bon, est-ce qu'il va jouer Blade ou pas ? On s'en fout finalement. Ce qui nous intéresse, c'est par la suite. Alors, c'est vrai que Barry Jenkins, lui, forcément, avec le succès de Moonlight, il va pouvoir donc continuer à faire ses propres films et donc va instaurer en 2018, voilà, avec Si Beale Street pouvait parler. Donc, film qui enfin une adaptation de James Baldwin, parce que comme j'en avais parlé auparavant, donc une œuvre de James Baldwin a été loupée, il en a pu en refaire une autre par la suite. Et normalement, oui, comme donc il n'y a pas que Mahershala Ali qui va passer dans le giron Disney, parce que Barry Jenkins va donc faire le prequel du Roi Lion de Jon Favreau. Et t'es obligé d'en parler, Roland. Ouais, je suis obligé d'en parler. C'est annoncé pour 2024. Je ne l'ai pas vu non plus, je m'en fous royalement. Par contre, moi j'avais vu son deuxième, mais bon là on parle de Moonlight, oui, donc c'est dans la continuité. Donc oui, mais même, tu vois, j'aurais rien de beaucoup de choses à dire. J'avais pas aimé, mais quand on sort de Moonlight, qui est, moi je trouve un film, voilà, une pépite, quoi. Donc c'est difficile. Premier film aussi, il est très attendu. Oui, Moonlight, c'est son deuxième film. Oui, du coup, t'as raison. Mais c'est, on va dire, c'est le film qui peut-être qui marque à son paroxysme, qui l'a révélé et qui marque à son paroxysme, je pense, son cinéma, qui peut être à la fois très, forcément politique d'une certaine manière, par sa représentation aussi de la pauvreté, des situations assez tendues à Miami. Le contexte social, mais tout en gardant le côté intimiste, sans en rajouter des caisses en fait. Parce que je trouve que c'est peut-être l'un des films sur ce milieu peut-être les moins clichés du monde. Oui, puis d'autant que parce qu'il est plus personnel aussi. Oui, et puis que c'est pas forcément un film sur ce milieu, tu vois. Forcément, il est là. C'est un contexte social qui entoure, comme on l'a dit, le cercle vicieux, voilà, qui entoure les persos, mais tu peux pas dire c'est un film sur la drogue, tu vois. Enfin voilà, ce serait trop l'étiqueter et d'une mauvaise étiquette, quoi. Donc t'as raison, mais pour le coup, oui, ça en parle quand même. Donc effectivement. C'est hors cliché, il est dans l'humain, ça parle vraiment de ça. Et son deuxième, du coup, c'était l'histoire d'amour de deux jeunes, dont un se retrouve en prison. On sentait que, voilà, avec aussi une imagerie à la Wong Kar-wai, son style un peu de Moonlight, qui était là. Il s'inspire beaucoup de Wong Kar-wai. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais voilà, qui reste encore dans son autre film, dans son film
suivant, on voit ses traceurs et tout ça. Moi, voilà, je l'avais trouvé désincarné, mais peut-être parce qu'on sortait d'un trio d'acteurs et d'un personnage tellement fort que tous étaient tellement forts que celui d'après, on peut l'aimer aussi. Mais moi, je sais que je l'avais trouvé désincarné et peut-être moins personnel, trop appuyé. Tu vois, peut-être il soignait les choses, il dit en plus film oscarisé, comment je vais faire après? J'imagine que t'as de la pression. Voilà, mais bon, à revoir peut-être. Et j'ai pas vu sa série. Il a fait aussi une série. Je n'ai plus le nom, ça m'échappe. Mais Roi Lion, je sais qu'il a fait une série à voir. Mais bon, les prochains films peut-être de Jenkins, je serais curieuse de voir. Mufasa. Oui, ou pas. On va donc revoyez Moonlight, vraiment. On va donc s'arrêter là-dessus. On termine donc par un morceau issu du film. Alors, il faut quand même le signaler aussi, je trouve que la BO est absolument très belle. Ouais. Donc, composée par Nicolas Britell, donc avec un morceau issu du générique de fin donc de Moonlight. On reviendra donc en janvier parce que c'est les vacances après. Bonnes vacances à vous. On vous souhaite de bonnes vacances, de bons réveillons. Bonne fête. Ouais, exactement. Enfin, on vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous en 2023. Ciao tout le monde. RCN, www.rcn-radio.org